va présenter Apple lors de la WWDC qui ouvre ses portes lundi 5 juin à 19h et que nous couvrirons en direct. Beaucoup d'annonces, à commencer par l'arrivée de Reality Pro, des lunettes de réalité mixte. Sa présentation sera-t-elle digne de l'introduction du premier iPhone? Quid des Mac? Le MacBook Air va-t-il épouser une dalle de 15 pouces? Le Mac Studio, une puce M2 Pro? Et où sont passés les nouveaux iMac et Mac Pro? Qu'attendre également d'iOS 17, de sa déclinaison pour iPad, sans oublier de la dernière mouture de macOS? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un salut particulier comme chaque semaine aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube, c'est un abonnement payant, vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie l'émission est accessible rien que pour vous en direct 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions, échanger avec nous au quotidien via une chatroom en Discord et venir ici au village Baïséa à Paris, assister à des enregistrements aux coulisses. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce QR code que vous avez vu passer à l'écran. Et puis n'oubliez pas également notre boutique de goodies, nos casquettes, nos t-shirts. Vous verrez que nos chroniqueurs les portent aujourd'hui avec, à mes côtés en plateau, nouvelle star incontournable de TikTok parce qu'une vidéo a dépassé les 50 000 vues, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Bonjour. Je me fais pirater mon script encore. J'y suis pour rien. Ouais, bah écoute. J'y suis pour rien. Tu t'étais pas dévêtu. Ah, c'est Christophe qui a... En duplex, notamment, justement, passionné de high-tech et de pop culture, Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe, je vais y arriver un jour. Salut à tous, super content d'être là. Mon petit cœur de geek a vraiment, mais tellement envie de voir ces nouveautés Apple en fait et d'être déjà lundi soir pour voir ce qu'ils vont nous sortir. Voilà, il bat la chamade. Et sans oublier l'homme aux 1000 profils, l'éblouissant Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais bonjour, donc je suis ravi d'être avec un TikToker célèbre. Et j'ai une question pour Christophe. Ça bosse pas dans ta boîte? Il n'y a jamais personne derrière toi. Ils sont chez eux? Ou t'as pas d'employés? Je n'emploie que des intelligences artificielles. Bah écoute, t'y passé. Ou alors c'est les fantômes, ce qui explique le logo. Ou alors ils sont à la chasse aux fantômes, on ne sait pas. Donc on vous le rappelle, nous serons en direct lundi prochain à partir de 18h30. On prendra l'antenne une demi-heure à l'avance sur notre chaîne YouTube. Soyez au rendez-vous pour suivre en direct. Donc on mettra en direct toutes les annonces de l'Apple Event, de l'ouverture de la WWDC 2023. Une WWDC qui s'annonce riche, et c'était d'ailleurs la question de la semaine, le sondage de la semaine. Qu'entendez-vous de cette WWDC et de cet Apple Event la semaine prochaine? Et vous étiez une large majorité à répondre. iOS 17, nettement devant les lunettes de réalité mixte, suivi de nouveaux Mac, et enfin du mariage qu'on espère tous entre le Mac et iPad OS. Surprise donc, les lunettes de réalité mixte n'arrivent pas en tête et ne sont pas les plus attendus. C'est iOS 17 qui attire la majorité de vos sondages. Regardez cette réaction sur Twitter de Matou, le geek. Un lancement de nouveaux produits n'est pas courant chez Apple, donc je suis curieux de voir. Néanmoins, je ne pense pas succomber à acheter ce fameux casque VR. Perso, j'entends aussi parler d'une refonte de l'interface de la Watch. C'est probablement ce que j'attends le plus. Alors, ce n'est pas un casque de VR. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est parce qu'on ne l'a pas encore vu. Mais apparemment, je ne pense pas qu'Apple se contente de copier Facebook. On aura la réponse lundi. On va longuement y revenir dans un instant. Mais parlons justement de WatchOS, puisque c'est la souhait de notre Tweetos. WatchOS 10, ça pourrait être l'une des plus grandes mises à jour de WatchOS cette année, Laurent. En tout cas, c'est ce que semble penser Marc Gurman, Laurent. Ouais, écoute... Vraiment toute nouvelle interface. On casserait l'interface. Ce serait digne d'iOS 7, ce qui arrive avec iOS 7. On le voit avec ces quelques... Ouais, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que ça serait une approche un peu widget. Ouais. Tu vois, la widgetisation de l'écran, et ce qui pourrait avoir du sens, parce que finalement, elle a assez... beaucoup de gens me disent, mais tu fais quoi avec ta watch? En fait, c'est vrai que j'ai pris l'habitude. Je m'en sers pour monitorer quand je fais du sport, quand je dors. Mais l'usage pur... Ça limite les usages qu'il fallait. Ouais, parce qu'il faut tout le temps tritouiller, et tu tritouilles jamais, quoi. Et si quelqu'un dans le public a une application, dans l'audience, a une application qui est vraiment bien sur la Watch, c'est-à-dire un truc qu'il utilise vraiment, tu vois, pour prendre des actions, pour faire des choses, à part le minuteur, le machin, le bidule, le truc de base, je suis preneur. J'ai la solution.
Vas-y. Une Apple Watch Ultra avec le bouton programmable. Oublie le bouton, mais même avec le bouton, tu utilises quoi avec le bouton? Tu programmes quoi? C'est ce que tu veux. C'est pas le fait de lancer, c'est donne-moi un vrai usage. Moi, l'autre jour, je me suis amusé, j'étais dans l'avion et j'avais du temps, je me suis amusé à regarder le nombre d'applis que j'ai. Je lance jamais une appli depuis la montre. Donc je voudrais que quelqu'un me dise, mais il y a un truc que je fais sur la montre qui est vraiment... où la montre a un véritable intérêt. Dans les commentaires, je suis preneur, ça m'intéresse. C'est vrai que le nuage, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe, Didier, le nuage d'applications, on trouvait ça génial à son lancement, mais il y a presque 10 ans maintenant, mais qu'aujourd'hui, il faut réinventer un peu tout ça. Plus étonnant, c'est incroyable le nombre entre Ming Chi Kuo et Mark Gurman, le nombre de rumeurs, de leaks qui ont coulé sur la toile cette année. J'ai jamais vu ça. On parle également, Didier, de l'appairage qui serait différent et qui ne serait plus réservé à un iPhone, c'est ça? Bah écoute, c'est toujours le vieux fantasme de se dire que, bon, elle est quand même déjà assez autonome aujourd'hui, mais tu vois que pour tout un tas de choses, c'est quand même encore un petit peu la galère si t'as pas ton iPhone. Il y a plein d'applis, il faut déjà lancer l'appli iPhone, donc elle est pas encore autonome au niveau applicatif. Donc oui, moi j'imagine assez bien quand même que potentiellement elle puisse se coupler facilement avec un Android parce que ça élargit le marché finalement. Puis il y a Apple Music dessus. Il y a quand même pas mal de raisons. Toi, tu penses à Android parce que les leakers pensaient plutôt, tu sais, à un appairage, mais on reste dans l'écosystème Apple, à savoir l'iPad, voire le Mac. Oui, mais pourquoi pas? Mais ça, c'est facile à faire pour eux, si tu veux. Mais je pense que si vraiment ils veulent sortir de ça, il faudrait quand même qu'ils s'ouvrent beaucoup plus. D'ailleurs, on voit les montres, les smartwatches Android, tu peux les utiliser globalement avec un iPhone, ça marche quand même pas trop mal. Moi, j'avais la Garmin, tu avais toutes tes notifs et tout, tu passais des appels. Donc, il n'y a pas de raison finalement que l'Apple Watch soit cantonné. C'est comme l'iPod à l'époque, en fait. Je pense que c'est plus une ouverture vers Android où on va. Après, je pense aussi que s'ils vont vers ça, et s'ils vont aussi vers un nouveau format de widget, il faudrait aussi qu'ils revoient un petit peu les interfaces de programmation et puis les possibilités aujourd'hui faites avec la montre, parce que tu vois quand même que les interfaces, c'est encore un peu grossier, qu'il y a si tu fais de la programmation, il y a beaucoup de limitations encore, notamment autour de Bluetooth et tout, alors qu'il y a un vrai potentiel. Là, il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai testé le iX1 de BMW où tu as CarKey Wi-Fi. C'est génial, tu approches de la voiture, tu as le petit truc qui s'ouvre automatiquement avec le Bluetooth et puis il te dit voiture verrouillée, voiture déverrouillée, tu as des petites commandes pour verrouiller la bagnole. Tu dis voilà, l'Apple Watch là, elle a un vrai usage derrière. Donc ça c'est vraiment des applications cool. Mais comme dit Laurent, la même chose à la maison par exemple. Voilà, aujourd'hui c'est ultra limité quoi en fait. Christophe, une petite réaction brève? Oui, je pense qu'effectivement l'interface utilisateur de l'Apple Watch aurait bien raison d'évoluer. D'ailleurs, en fait, tu vois, j'en porte plus, moi, depuis un petit temps. Entre autres parce qu'effectivement, à part lire l'heure, c'est un peu stupide, mais à part lire l'heure, c'est effectivement, tu utilises très peu, en fait, de fonctionnalités de l'Apple Watch. Oui, pour faire du run, pour aller courir, ça oui, sans aucun problème. Mais c'est vrai que si on pouvait disposer des fameux widgets, qu'on puisse voir directement les widgets en tournant le poignet et en regardant sa montre, ce serait sympa parce que du coup on pourrait éventuellement voir combien mes panneaux solaires ont généré d'électricité aujourd'hui. Ça, c'est le genre de fonctionnalité en fait qui serait vraiment sympa. Et un appairage effectivement avec l'iPad, avec macOS, pourquoi pas aussi, hein, t'es quand même super confort quand t'es installé à partir de ton Mac, donc pourquoi pas en fait avoir un espèce on parlait de continuity, hein, qui te permet de passer d'un device à l'autre pour tout un tas de fonctionnalités. Ça pourrait être pas mal en fait que dans la thématique de continuity, on ait cette possibilité aussi d'appairer la montre. Et ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'ils aillent vers le monde Android. Petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils vont porter Apple Music classique sur Android avant d'autres devices en fait de chez Apple. Donc c'est très marrant quand même en fait que de temps en temps ils fassent ce genre de pas ou de faux pas pour certains, mais en tout cas c'est très marrant que conceptuellement ils aillent vers Android plutôt que leur propre produit. Ouais. Et puis il y a aussi une nécessité de rendre un peu plus programmable peut-être les boutons, la molette qui offre plus d'un éventail de possibilités. C'est assez limité à ces contrats. On va voir si ça va évoluer avec WatchOS 10. Regardez cette question Twitter de Mathieu2475. Apple nous a toujours surpris quand il fallait lancer de nouveaux produits. Nous étions sceptiques au début et au fur et à mesure, Apple réussit à convaincre. Je pense que ce produit fera de même. Il parle du casque. C'est exactement ce qui s'est passé, en effet, sur l'Apple Watch en son temps. Regardez cette autre réaction de Stéphane Becquet.
Ma question est, que pourrait m'apporter comme service ou usage un casque? Donc on en revient au casque de réalité mixte en 2023, sinon une mise à jour du matériel pour avoir une gamme cohérente, iMac Pro, MacBook Air, c'est effectivement aujourd'hui les maillons manquants, et les Mac Pro, les maillons manquants en matière d'Apple Silicon, on y reviendra, on a un chapitre qui est consacré. En clair, vous avez compris beaucoup. Olivier, si je peux juste me permettre une chose qui vient de me traverser la tête, c'est qu'il pourrait profiter d'une mise à jour de l'Apple Watch pour éventuellement créer un espèce d'écosystème interactif entre le casque de réalité mixte et l'Apple Watch. Ce serait pas mal éventuellement. Ce serait l'une des interfaces possibles d'interaction entre le casque, parce que vous allez voir, on va en parler dans un instant, le casque n'a pas forcément de solution de pilotage déporté comme la plupart des casques de réalité virtuelle. On pense notamment au système de Meta. Beaucoup de scepticisme, donc on l'a dit, autour de l'annonce du casque de réalité mixte. Comme le reflète notre sondage, encore une fois, regardez cette réaction de John M, alias iJohn 13, un wow comme avant, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un effet wow lors d'une annonce d'Apple. Une surprise. Moi, je me souvenais que du temps de Steve Jobs, je me régalais, je m'attendais qu'est-ce qu'ils allaient nous sortir. Et si le casque d'Apple ne ressemblait en rien à ce qui existe aujourd'hui? Bilan sur toutes les rumeurs et dernières infos. Alors, que sait-on au sujet de ces lunettes de réalité mixte? Première info, les amis, les lunettes semblent bien une réalité, sans jeu de mots, car Apple a invité, ce qu'il n'a jamais fait auparavant, des spécialistes et journalistes de la réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est une info qui est sortie sur 9to5Mac. Apple a invité plusieurs experts en technologie de réalité virtuelle à l'événement. Certains d'entre eux vont à l'événement pour la première fois. On pense à Ian Hamilton, rien à voir avec la F1, rédacteur en chef de Upload VR, ou encore Norman Chan, qui est connu pour tester de nombreux appareils à RVR. Donc, quand même, il y a... Moi, si je dis qu'Apple veut orchestrer la rumeur, c'est une bonne manière de le faire. Regardez cette question Twitter d'Ed Soignant, sans jeu de mots. Les lunettes VR ne sont pas assez discrètes, sauf au ski. C'est vrai, car le design serait proche de celui des lunettes de ski, Laurent. Ouais, selon toujours Michinko, donc on se base un peu sur, on essaie de recenser tout ce qu'on trouvait comme rumeur. Le casque ressemble tout simplement à un masque de ski, quoi. Donc, tu vois, il serait bien évidemment portable, mais avec une puissance de calcul et de stockage qui serait indépendant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, si on remonte l'image, avoir une puce M2 Pro ou M1 Pro ou même M2 tout court là-dedans, une batterie. Si ce design c'est celui-là, ça c'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr que... Après, si c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est difficile à porter, c'est épuisant. Ouais. Et si c'est trop léger, tu es obligé d'avoir de la puissance déportée, ou sinon... Donc on parlait de processeur, on a quelques pistes autour du processeur. Il y en a qui disent que ça pourrait être aussi puissant que le M2 Pro des MacBook, quoi. Tu vois, j'ai des MacBook Pro même. Et que le casque serait complètement autonome. Ouais, ça se contredit. Il y en a qui seraient autonomes, disent qu'il serait sans fil, mais il y aurait des portées... dépendant, c'est ça, exactement. Donc en fait, il aurait une autonomie par rapport à l'énergie et tout ça, mais il serait quand même dépendant de fonctionner avec autre chose. Donc c'est vraiment l'enjeu, Christophe, Didier, c'est vraiment le point critique de l'architecture matérielle pour garantir une autonomie suffisante de la batterie. Il faut une batterie suffisante, mais c'est lourd sur des lunettes. Donc c'est là où on attend Apple. Moi, je suis très curieux de voir, Christophe. Oui, moi je pense que tu vas être très déçu, Olivier, et que ça va être un casque avec un beau fil qui va venir se brancher en fait sur ton Mac minimum M1 ou ce genre de choses, ou bien peut-être l'iPad ou l'iPhone, qui sait, mais j'ai l'impression que ça va pas fonctionner tout seul et que ça va être un petit peu le même schéma que les premiers Apple Watch. Tout à l'heure, tu disais carrément qu'on allait avoir une montre à gousset, Effectivement, oui, je rigolais tout à l'heure en fait parce que je me disais que ça tombe, on est tous en train de se super hyper en fait autour de ce casque de réalité mixte et que Apple, comme l'année passée, ne va pas le sortir et que derrière, en fait, effectivement, on va peut-être avoir une nouvelle Apple Watch ou ce genre de choses et qu'on sera tous très déçus. Bien sûr, non mais c'est une possibilité, mais là, quand même, le faisceau de choses et moi, ce qui m'étonne, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on parle de prix, c'est très rare qu'on parle de prix dans les lancements d'Apple, qu'on est si point dessus si précis sur les prix, et quelque chose me dit qu'on aura une bonne surprise de ce côté-là, et moi je suis persuadé qu'il arrive, ce casse pas dispo tout de suite, mais c'est rare. Enfin, j'ai pas d'éléments concrets, mais de l'expérience, l'habitude me montre que c'est un schéma qui se répète et qu'on a connu par le passé. Regardez cette réaction de Mano. Il va falloir qu'Apple mette le paquet s'ils sortent leur casque de RVR. Son devenir sera sûrement comparable à celui de l'Apple Watch. En effet, ils affineront les usages au cours du temps. On aura un produit vraiment fini d'ici 3 ans. C'est ambitieux.
Alors, c'est pas, on le disait Didier en préambule, c'est pas un casque de VR, c'est un casque de réalité mixte. C'est une philosophie différente. Hein. Il y a quand même des écrans intégrés, mais on est quand même dans un univers fermé. Hein. Bon, en fait, en vrai, on ne sait pas. Hein. C'est ce que dit la rumeur. C'est ce que dit la rumeur. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont quand même travaillé sur 2 produits. Parce que rappelle-toi, il y a quelques années, on avait des rumeurs d'Apple qui travaillait avec des fabricants de lunettes. Tout à fait. On pourrait imaginer avoir juste un petit écran dans la lunette façon Google Glass. Après, on t'a parlé vraiment de VR, puis il y a Final Cut Pro qui a des fonctions de VR. Ils vont faire un casque VR, mais comme on ne voyait pas de studio de jeux vidéo, de choses comme ça. Et après, on se dit, bon, ça va être un peu du B2B, quoi, de la réalité mixte. C'est-à-dire, on va un petit peu combiner des éléments de réalité pour en faire un outil de travail, pour en faire un écran déporté d'un Mac, par exemple. Ce qui paraîtrait plus logique, parce que finalement, tu dirais, dans l'écosystème d'Apple, vu que ce n'est pas un studio de jeux vidéo, mais inversement, tu vois, ils sont pas aussi impliqués dans le B2B que ça, hein, pour l'instant. Enfin, tu vois, Microsoft avec son HoloSense là est là depuis un petit moment et bon, ça décolle pas. Ouais, t'en as pas vu beaucoup quand même. Enfin, je crois qu'il y a certains entrepôts et tout qui sont quand même pas mal équipés dans certains domaines, mais ça reste quand même des marchés d'ultra niche. Donc est-ce qu'ils iraient vraiment vers ça? Mais c'est vrai que l'idée est séduisante parce que tu te dis quand même, ils ont cette techno de VR là qu'ils exploitent avec l'iPhone, qu'ils exploitent avec tous les développeurs depuis des années. Tu vois, on a vu avec des applications d'architecture, de choses comme ça. Donc tu pourrais dire ce casque dans certains usages comme ça, il serait en fait le chaînon manquant qu'on avait à se galérer avec un iPhone, un iPad, un lidar, un machin. Donc on pourra avoir un lidar même sur le casque. On pourra avoir pas mal de capteurs qui viendraient enrichir ton univers. Et moi, je crois assez à cette possibilité puisque aussi ça éviterait trop de fuites au début. C'est-à-dire que si on avait vraiment beaucoup de software impliqué, je pense qu'on l'aurait vu arriver assez vite. Là où je suis perplexe, c'est que sur le hardware, par contre, on n'a rien qu'à fuiter. Tu sais, les iPhones, il y a des coques, il y a tout un tas de trucs qui sortent, des schémas, des choses comme ça. Là, ça reste quand même assez, alors, un peu comme les Mac, hein, les Mac Studio et tout. Didier. Ça n'a pas fuité. Rien n'a fuité parce que le produit n'est pas industrialisable pour le moment. Ça va être juste une présentation. Hein. C'est comme le lancement de l'iPhone, rien n'a fuité. L'iPad, des petites choses avaient fuité, mais vraiment à la marge, parce qu'il présente le produit à l'instant T, il sera disponible que quelques mois plus tard. Et là, tu vas voir que ça va fuiter, hein, les moules. Donc là, si tu veux, il n'y a rien dans les usines, à part les protos, et c'est quand même plus facile de limiter et de confiner, je dirais, la production de quelques centaines d'exemplaires de casques contre plusieurs centaines de milliers, s'ils devaient le rendre possible tout de suite. L'enjeu, c'est de convaincre les développeurs. C'est pour ça que c'est la conférence des développeurs, a priori, qui aurait été choisie, pour qu'ils développent un écosystème autour de ce casque. Et qu'ils sortent et peut-être qu'il y aura des kits comme ils avaient sorti les Transition Kits avec le Mac Mini, au moment de l'arrivée des puces Apple Silicon, pour que les gens commencent à développer là-dessus. Quoi. Ouais. Alors, ou sur Apple TV aussi, oui. Ouais, qu'est-ce qu'on sait, Laurent, de ce casque? Qu'est-ce que dit la rumeur? C'est très, très pointu. On sait tout de ce casque. C'est étonnant. Casque de réalité mixte avec écran intégré, un écran sur chaque œil. Ouais. On ne pourrait pas voir directement, mais via des caméras. Donc ce serait opaque. Ça serait opaque, mais par contre, tu aurais une retranscription de ce qui est devant, qui assurait, tu aurais une analyse du suivi du regard. Donc, on parle d'un écran OLED de définition 4K qui serait développé par Sony pour chaque œil. Ouais. Okay. Il serait pourvu de petits moteurs chargés d'adapter automatiquement la distance interpupillaire et d'assurer une image hyper nette et offrant un angle de vue le plus large possible sur le côté. Donc, tu vois, je sais pas ce que ça peut donner, tu vois, pour les porteurs de lunettes, parce que tu vois, tu moi, dis, du mal, hein. Tu vois, non mais tu vois, du coup tu changes, mais j'imagine qu'ils ont imaginé des lentilles pour corriger tout ça, mais ça existe déjà. Non, le truc génial, ça serait qu'il te recrée une image floue pour que ton œil la corrige et que du coup tu. Alors donc étant donné qu'il serait par le conditionnel opaque, il faut donc le blinder de caméra, c'est ça, pour retranscrire dans l'écran ce qui se passe, la réalité extérieure, quoi. En gros l'idée. Ouais, 15 caméras. 8 pour filmer et dupliquer l'environnement extérieur. Et puis, donc en fait, tu évolues dans un monde virtuel, réel, hein, mais augmenté. C'est-à-dire, tu es derrière ton écran, tu ne vois pas la réalité, c'est pas translucide sur lequel on t'ajoute des informations, comme on avait montré les lunettes de la société qui était venue intervenir là. Mais par contre, tu vois l'intégralité de ce qui se passe dehors en passant par du numérique. C'est
Voilà. Au niveau sonore, parce qu'il faut une immersion totale, y compris visuelle et sonore, c'est pas encore très clair. Hein. On parle évidemment d'un système sonore très sophistiqué, mais on sait qu'il y a des casques chez Apple, on pense notamment aux AirPods Max, donc est-ce qu'ils seront tentés de pousser à acheter un casque pendant qu'on y est, pourquoi pas, mais en tout cas, il intégrerait une puce H2 pour synchroniser automatiquement avec des AirPods. Juste, on a un commentaire que je trouve assez intéressant de Manon sur le chat en live, pour nos abonnés qui ont accès à l'enregistrement en live, et qui dit, vu que Tim Cook porte des lunettes, a priori, tu vois, ils ont dû gérer, vu que c'est lui qui valide à un moment donné, ils ont dû gérer le cas des lunettes. Ouais. Puis on est assez nombreux à porter des lunettes aujourd'hui. Alors, donc, la vraie différence, Didier, Christophe, ce serait donc par rapport à ce qui existerait aujourd'hui en matière de casque, c'est la manière dont tu le pilotes. Il n'y aurait pas de joystick en clair déporté. Il semblerait qu'on se dirige plutôt vers une Digital Crown, c'est ça? J'ai bien lu? Mais donc, il pourrait y avoir une Digital Crown comme sur la montre aujourd'hui. Ou le casque. Oui, effectivement, ou le casque. Le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est pas juste pour basculer d'un mode à l'autre, mais que ça va donner de la granularité et que peut-être qu'on va ajouter des choses en réalité augmentée ou en retirer et passer à un mode de réalité virtuelle, en fait, au travers de quelque chose de beaucoup plus fin que juste un 0 ou un 1. Ouais. Ça pourrait être plutôt sympa, sans compter la possibilité, vu qu'il y a des caméras et quand même de la puissance embarquée, de pouvoir détecter aussi où se trouvent les mains et quels sont les gestes qu'on est en train de faire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Hein. HoloLens de chez Microsoft le fait déjà, mais sans doute qu'avec Apple, ça va prendre un autre essor parce que tu vas être sur une finesse de détection de mouvement beaucoup plus importante. Ça, c'est vraiment un truc que tu crois, toi, Laurent, d'en parler en préparant cette émission. L'idée d'avoir un bureau déporté en mettant son casque, on a des immenses écrans de 40 pouces devant soi, et donc les mains interagissent avec du faux matériel. Je ne sais pas si c'est les mains qui interagiront, mais je vois bien l'idée de dire... tu crées, il y a des écrans de très grande qualité, tu vois, avec finalement au lieu d'avoir un écran devant toi ou ceux qui ont 2 écrans, tu vois presque un écran infini où tu déplaces tes fenêtres à volo, quitte à ce que tu travailles avec un clavier et une souris. Alors ce que me disait un pote, il me dit ouais mais moi le nombre de gens qui tapent en regardant leurs doigts quand ils tapent, je dis ouais c'est sûr. Il faut regarder quand même leurs doigts, il y aura le doigt. Ouais mais c'est vrai mais bon. Didier, qu'est-ce qui se dit autour de l'interface du casque? On sait que c'est aussi une spécialité d'Apple. C'est là aussi un élément fort, différenciant, critique, qui ferait qu'Apple pourrait se différencier du marché. Oui, alors justement, c'est amusant parce que je trouve que la discussion qu'on avait là sur les moyens d'interaction, quand tu regardes ce qu'ils ont fait Apple en moyens d'interaction, donc il y a la souris, il y a les manettes d'Apple TV et des choses comme ça. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, je sais pas si vous avez déjà fait de la VR dans les jeux, les machins, oui. on a ces petites manettes et tout. Et Apple, ils ont beaucoup de mal à faire ça. Dès qu'ils ont eu des petits devices, même les souris Apple, on ne sont pas top près, on en a parlé plein de fois. Et du coup, c'est vrai qu'au début, quand on a vu sortir ça, on s'est dit, tiens, la couronne digitale. Bon, c'est pas terrible, mais c'est vrai qu'ils peuvent se rattraper sur l'interface. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils ont, je crois assez à cette histoire de main détectée automatiquement, peut-être qu'ils auront aussi bien réfléchi à la navigation, ce qui est souvent le problème dans les casques VR, d'arriver à naviguer dans tes interfaces et tout. Comme ils ont vraiment ce savoir-faire derrière, par exemple chez Meta, je trouve que c'est pas terrible, tu vois, sur le casque. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Et même les HTC, etc., qui se pluguent sur des interfaces un peu existantes, voilà, faut quand même... il faut un apprentissage, en fait. Et l'idée d'Apple, c'est peut-être d'arriver à combattre ça, donc à avoir des espèces d'interfaces qui rappellent un peu l'iPhone, avec des grosses icônes, et où tout le monde se dira « Ah, mais c'est comme ça qu'il fallait aller naviguer dans la VR ». Donc là, pour moi, ils peuvent avoir un vrai savoir-faire là-dessus. Peut-être que c'est ça qu'a embarqué Tim Cook, d'ailleurs, dedans, en se disant « Ah oui, mais en fait, nous, on arrive à faire un truc un peu plus grand public dans la navigation ». On peut même se demander si Stage Manager n'est pas un embryon, un essai pour la réalité virtuelle, parce que ça pourrait vraiment être cool. Good point. C'est le manager, donc c'est l'interface de l'iPad et de macOS, l'interface de travail du bureau. On en parlera tout à l'heure, notamment dans la partie dédiée à macOS et iPadOS. Christophe, donc l'enjeu, c'est de créer un écosystème, c'est ça dont il s'agit. Un écosystème aussi en matière d'interface, un écosystème en matière de système d'exploitation. Donc il y aurait un système d'exploitation dédié, il y a des infos qui sont sorties là-dessus, puisqu'on a trouvé du code et des noms de code, des noms qui ont été déposés, et in fine, même pouvoir vendre, acheter des applications.
Exactement. Ben là, je pense que c'est un secret de polichinelle. En fait, si c'est un produit Apple, il va d'office avoir son App Store. Ça, c'est quelque chose. En fait, créer un contexte autour du produit, un paradigme autour du produit, c'est quelque chose en fait que Apple sait faire mieux que quiconque. Donc, effectivement, pouvoir télécharger sur l'App Store du Reality OS, en fait, les applications pour le casque, ou pour le masque. Je ne sais pas comment on peut Reality OS, donc c'est le nom qui serait donné au système d'exploitation. On parle aussi d'XROS, c'est ça? XROS, j'ai vu ça. Oui, ça pourrait être XROS ou bien alors Reality OS. L'un des deux. Moi, je pense que Reality OS aurait plutôt du sens, mais peu importe, c'est une question de nomenclature. Et puis, évidemment, la possibilité comme on est à la WWDC, si le casque est présenté, ou en tout cas partiellement présenté lundi en fin de journée, très certainement que c'est surtout pour vous dire... au fait, Xcode avec Swift, etc. En fait, maintenant, on présente un framework de réalité virtuelle ou de réalité mixte, qui vous permet de passer vos applications assez facilement avec un mode de compatibilité et vous voyez des fenêtres en fait flottantes et donc vous n'avez rien à faire. Ou bien alors, vous allez pouvoir créer des vraies applications de réalité mixte et voilà comment le faire. Et on a déjà réalisé pour vous la possibilité de détecter les mouvements des mains, etc. Vous n'avez plus qu'à aller chercher les bonnes fonctions. Donc moi, je vois bien ça. Ouais, on comprend dès lors pourquoi il est important, si produit IA, qu'il soit présenté à la conférence des développeurs Apple. Ce qu'il serait le temps de développer, 2, 3 mois, 4 mois, ce qui donne une idée, 5 mois, qui permettrait au produit d'arriver juste avant les fêtes de Noël. Parce que là, on parle de pas de zéro, mais quand on sort l'iPad, on peut partir d'une application iPhone. iPhone, ils avaient laissé 6 mois. Hein. Il a été présenté en janvier, il est sorti en mai ou en juin de mémoire aux États-Unis. Donc, 7 janvier, et la sortie, c'était fin juin. Je crois que les premiers achats étaient possibles, étaient tout début juillet. Donc tu avais février, mars, avril, mai, juin, juillet, 7 là, il y a 6 mois. Des apps. Il n'y avait pas des apps à l'époque. Puis reste à développer une killer app. On aura la réponse lundi. On est impatient. On compte sur vous lundi à partir de 18h30 sur le site, sur la chaîne YouTube dont on refait le Mac. On peut aussi espérer des choses logicielles, pas que tu vois, ça reste la conférence des développeurs. Hein. Non, mais ça, je sais. Si on affiche notre belle rivière à côté de moi, on verra qu'il y a plein de choses ça va être une conférence qui s'annonce très très longue lundi prochain et on en sera ravis de la commenter ensemble. Un dernier mot concernant Reality OS, c'est quid du prix. On annonce, alors c'est là où moi ça me titille un peu. On annonce un prix, c'est très très rare chez Apple qu'on annonce un prix, chez les leakers Apple, $3,000. Alors ce prix, il a été, soit il a fuité, soit il a été établi par rapport au prix des composants, en assemblant les composants, sur les composants, on ne sait pas comment ils veulent, parce que c'est des nouveaux composants. Donc je suis assez sceptique. On sait que dans le passé, Laurent, Apple nous avait déjà fait le coup. On pense à l'iPad notamment. Exactement. Alors c'est très intéressant parce que on savait que l'iPad allait sortir, on se doutait, on cherchait le nom. Hein. D'ailleurs, j'avais interviewé Damien Doigny à l'époque pour lui trouver un nom. Il a une vidéo assez mythique là-dessus. Chaque fois, il me dit, tu me la ressors. Je dis, ouais, je sais. Et passons. Et les prix étaient sortis très élevés. On avait dit, ça va coûter 1000, 1500 euros. Je l'ai reconnu. Il avait communiqué. Ça avait fuité. Il avait fait des démos de l'iPad, notamment dans plusieurs journaux, pour qu'il développe le site pour l'iPad pour le jour J. Donc, il l'avait entre les mains, en disant, signer un contrat de confidentialité. Non, mais ça va lancer 1500 $. Autour des $1,000. Ouais. Et quand c'est sorti, ça faisait que 500 $. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, te fait croire que ça fait 1500 $ ou 1000 $. D'un coup, on dit 500, tu dis, oh là là, c'est pas cher. Et là, il pourrait l'annoncer à 3000 et le sortir à 1000, tu vois, ou à 1005. Qui est déjà un prix très élevé, mais peut-être un peu plus raisonnable pour une première version. Voilà. Les gars, il faut aussi penser au fait que ça pourrait être vu comme une espèce de gamme d'écran étendue et l'écran le plus cher de Apple aujourd'hui, il est quand même à 1800 €. Quoi. Pardon ? L'écran de Apple aujourd'hui est quand même à 1800 €. Pardon ? Il y avait le XDR aussi. Tu veux dire 6000 €. le 6K, mais ils le font toujours, le 6K ou pas ? Mais oui, ils le font toujours. Ils font toujours. Allez, voilà pour c'est l'écran préféré de Didier Poulicagne. Alors oui, mais bon, on va voir. On a la réponse lundi. On ouvre les paris et j'ouvrirai le champagne à la fin de l'émission. Voilà pour Reality Pro. C'est le nom que donnerait Apple à ses lunettes. Ce ne sera pas la seule annonce matérielle de cet Apple Event qui s'annonce long. Lundi prochain, on pense naturellement à de nouveaux Mac, bien sûr. Quel modèle ? On en parle après le busomètre.
Le Biomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Mac Forever et la planète Apple en général. Et comme chaque semaine, c'est Didier Policani qui nous résume tout ça, malgré que cette émission soit un énorme Biomètre déjà, Didier. Hein. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Et alors cette semaine, on commence, Olivier, avec l'App Store. Justement, tu vas en parler d'applications. Et en 2022... le chiffre d'affaires de l'App Store, c'est quand même 1100 milliards de dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça représente en vrai argent, en bouteille de lait, je ne sais pas. C'est le PIB d'un pays développé. Hein. Non, mais c'est un truc de malade. Bon, après, c'est sûr que c'est le cœur de business autour de l'iPhone. C'est quand même les applications. Ce qui est amusant, c'est que quand tu sondes un peu les développeurs, ils n'ont pas toujours l'impression que c'est la poule aux œufs d'or d'il y a quelques années, parce qu'il y a beaucoup de monde. En fait, derrière ces chiffres, il y a beaucoup de grosses franchises de Candy Crush et compagnie. Donc, c'est vrai que voilà, Apple donne évidemment pas la granularité de tout ça. Mais le chiffre donne quand même le tournis et quelque part tu dis il y a quand même un vrai marché autour de l'application. Quand tu penses que Steve Jobs voulait pas faire d'App Store au début, tu te dis que quand même il sera passé à côté de 1100 milliards de dollars par an en croissance de 29%. J'avais vu passer un papier, là j'ai en train de chercher mais je le retrouve pas. C'est mon iPhone qui comparait ce chiffre à un PIB d'un pays développé, mais on vous le donnera. 18e pays. Ça serait le 18e pays, ça serait devant des économies comme l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas. Juste l'App Store, hein. Juste l'App Store. Ça va rajouter les AirPods, et rappelle-toi, on a discuté le cas des AirPods. Le cas des AirPods, ça serait une des boîtes du Fortune 500. Juste les AirPods. C'est dingue. T'imagines ? Deuxième info, rumeur, Didier. Alors là, on parle de Mac Studio M2. Alors tu vois, tout le monde s'était dit, tiens, il passera pas au M2, il passera direct au M3, tout ça. Ah, hop, on réentend parler du Mac Studio M2 Ultra. Alors, il revient. Pour développer, tu vois, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à faire le Mac Pro, ou alors il était trop coûteux. Et ils se sont dit, tiens, ce serait pas si mal, en fait, pour développer des applis pour le casque. Moi, je pense que le casque, il demandera quand même une grosse config. Au moins M1 Max ou M2, ouais. Tu vois, un truc costaud, parce que 2 écrans 4K... Tu ne fais pas avec du M1, c'est sûr. Donc, ce sera, à mon avis, au moins du Pro Max. Donc, voilà, peut-être un Mac Studio dédié pour ça. Mais ce serait étonnant qu'il y ait autant de hardware à la WWDC. Historiquement, c'était quand même rare. Oui, sauf si ça fait partie du package. Tu te dis, tiens, peut-être qu'ils vont l'annoncer pour que ça sorte avec le casque pour les développeurs d'ici la fin de l'été. Je sais pas, quelque chose comme ça. On parle du Lisa, l'ancêtre du Mac. Oui. Ça, en fait, c'est une info qui était déjà sortie, je crois, il y a un petit moment. Mais c'est amusant comme ça. Elle n'avait pas beaucoup marché. Effectivement, ils en ont un peu squeezé. Tu te rappelles, alors je sais plus l'exemple comme ça. Il y a des disquettes de jeux historiques aussi qui avaient été enterrées en masse. Christophe doit les avoir en tête, ouais. Je me rappelle plus. E.T. en fait de Atari. Voilà, enterré dans le désert, c'est ça au Mexique, c'est ça au Texas, je sais plus. C'était un truc comme ça. Mais là, c'est pareil. Désert, ouais. Ouais. C'est dans une décharge, tu vois aussi, qu'ils ont enterré ça. Et tu dis quand même enterrer des ordis. Enfin, aujourd'hui, ce serait délirant. 2700 Lisa. En plus, je ne dis pas la valeur marchande d'un Lisa aujourd'hui. Hein. Ben, ouais, exact. Donc, un doublement dommage. On revient à l'iPhone. Elle est toujours en vie, Lisa. Mais évidemment, pourquoi tu elle écrit un livre. Elle écrit un bouquin. Il faut lire d'ailleurs, c'est intéressant. Ouais. Raconte sa relation avec son papa. Très intéressant. On reparle un peu de l'iPhone 16, tu vois, ça nous avait manqué, le 16, hein, pas le 15. Ouais, dans 2 ans encore. Voilà, qui serait enfin cette fois l'iPhone qui changerait un peu de design, serait le plus grand iPhone jamais conçu. C'était un peu la grosse rumeur de la semaine. Il ferait un très très grand iPhone. Bon. Voilà, on en est là avec l'iPhone, il va être plus grand. Rumeur suivante peut-être, non ? Ouais. On termine alors avec Apple Music Classical, tu sais, donc la version dédiée à la musique classique d'Apple Music, qui est arrivée sur Android. Alors c'est cool, hein, parce que Android, voilà, on parle de l'élargissement du marché d'Apple. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas fait d'appli ni sur Mac ni sur iPad. Oui, à quoi ça sert ? Donc, ils ne sont pas très nombreux, c'est une petite société Apple, tu sais, donc ils ne peuvent pas. Et puis là, s'ils doivent sortir plein de produits en même temps, il faut faire des choix. Apparemment, c'est. Mais j'ai vraiment envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire que c'est le coup classique. Oui. Oh là là. Ouais, oui, Didier. Bon, on a mieux que toi. On a mieux que toi. On a Manon qui nous dit sur le chat du club ORLM. Ouais. Vont-ils sortir un refurb pour le Lisa ? J'ai trouvé ça très bon. Oui, il commence à dater un peu. Didier, pour conclure. Et moi, je voulais juste rajouter le fait qu'effectivement, là, si Apple sort un nouveau système, on risque fort d'avoir des iOS 17, des iPadOS, même macOS qui évoluent très très peu parce que effectivement ils sont en manque de développeurs. Hein, c'est un constat. Et, société,
début. Ouais, moi, je connais des gens qui bossent chez Apple et ils me disent que c'est vraiment un vrai problème pour eux. Donc, ils affectent en fait des gens en fonction des besoins. Quoi. Merci Didier. On se retrouve dès lundi pour le live spécial WWDC. Tu seras avec nous à la fin de l'émission pour commenter et donner tes premières analyses. Une question Twitter. Regardez, Laurent Stosky, je pourrais me laisser séduire par un MacBook Air 15 pouces. Ce serait en fonction du processeur et d'un éventuel nouveau design dans lequel je fonde toutefois peu d'espoir. Retour donc sur les annonces de la WWDC 2023. On enregistre des Macs. Pas mal de Mac. Il y a encore l'ami Mark Gurman qui a laissé jeter encore un pavé dans la mare ce week-end avec sa newsletter, Mark Gurman de Bloomberg, qui a annoncé plusieurs nouveaux Mac. Reste à savoir, bien sûr, quel modèle. Et la plupart des leakers s'accordent à dire, messieurs, que c'est un MacBook Air 15 pouces. Moi, ça me surprend assez parce qu'Apple s'est refusé à grandir, à garder le 15 pouces pour la version Pro. Qu'est-ce qu'on sait de ces machines? Qui veut prendre la parole? Allez, je ne sais pas. Allez, Laurent. Je trouve que c'est une connerie, mais tout le monde en veut. Donc voilà. Ils ont du mal à vendre les Macs aujourd'hui. C'est pas ça. Il faut quand même doper un peu les ventes. Donc il faut la nouveauté. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le MacBook Air, ça doit être une machine qui est ultra portable. C'est Air. Tu vois, il doit être Air. Comme quand il est sorti. Quand il est sorti, moi, j'ai acheté le premier, qui était une catastrophe parce qu'il marchait mal. Le tout premier modèle, le tout premier d'iPod. Ouais, il était vraiment lent, il était limité. 2008. Mais par contre, à porter, c'était génial. C'était vraiment une machine. La version 2, il y avait déjà deux versions. Tout à fait. Un 11 pouces et un 13 pouces. Tout à fait. Ce que je veux te dire, c'est que sortir un 15 pouces, ça va pour moi à l'encontre de la philosophie dite R. Oui. Après, tu te rends compte que tous les gens avec qui je discute, ils me posent la question, Laurent, le R15, il sort quand? Et tu dis, c'est qu'il y a une vraie demande pour une machine comme ça. Donc les gens, ils veulent pas un Pro parce que c'est trop, et ils n'ont pas besoin de cette puissance, mais ils veulent un grand écran. Donc je pense qu'il y a un vrai marché pour le MacBook Air 15 pouces. Ouais, il serait équipé en tout cas d'une puce M2 et non pas une puce M3, c'est toujours selon Mark Gurman. Et encore une fois, les ventes de Mac sont plutôt en berne. On l'a vu lors des derniers résultats financiers. L'enjeu, c'est est-ce qu'il y aura un vrai nouveau design histoire de booster les ventes, car le design a évolué, mais un peu à la marge. On verra s'ils vont casser le design de ce côté-là. Une réaction d'un fidèle de Refait le Mac, Lénaïque Petit-Pierre. Un MacBook Air, lui, va plus loin. 16 pouces avec M2 ou M3, avec deux connecteurs USB-C, dont un USB-C 4 pour décharger des photos, vidéos en temps réel, de temps en temps, pardon. Ce qui permettrait deux écrans externes. C'est vrai que c'est une limitation des puces des modèles M1 en tout cas aujourd'hui, une Alim MagSafe, une véritable webcam sans encoche, ça j'y crois pas, et pour Olivier, un écran tactile, alors là carrément c'est de la science-fiction. Réponse lundi. Quelle autre piste pour les machines? Tu nous parlais du Mac Studio tout à l'heure, Didier. Et il y a une piste? Oui. Parce qu'il y a une piste qui permet de dire ça, notamment sur la reprise des anciens Macs, c'est ça? Le service interne des reprises. Oui. En fait, c'est amusant parce que là, on est quand même à une semaine et le MacBook Air, tu vois, ça traîne depuis des mois, on en parle, il est dans les bases de données, là, etc. Il est vraiment sorti dans plein de trucs et moi, je pensais qu'il le sortirait avant, justement, pour pas être encombré de ça, et ce qui paraîtrait peut-être qu'il arrivera après. Peut-être après ou peut-être 15 jours après avec un communiqué de presse, tu vois. C'est pas mais le Mac Studio, effectivement, donc ils ont proposé des offres de reprise. Et là, tu te dis, ce serait peut-être logique effectivement qu'ils sortent ça, et ce serait encore plus logique avec le casque VR. Donc moi, c'est vraiment ce qu'on disait à l'instant, c'est une espèce de bundle ou de système pour les développeurs plutôt que d'acheter un Mac Pro, etc. Peut-être qu'ils font des prix aussi pour les devs, comme ils avaient fait pour l'Apple TV, pour tout un tas d'appareils derrière. Peut-être que ce serait même pour eux au début, tu vois. Mais par contre, ça pourrait redonner de l'intérêt quand même à ce Mac Studio, de se dire, tiens, ça peut être une plateforme un peu VR, ultra optimisée pour la 3D. Oui, et puis ça fait quoi? Ça fait 4 mois, 5 mois maintenant que le Mac Mini a adopté une puce M2 Pro. Bon, c'est pas un M1 Max ou un M1 Pro, un M1 Ultra, mais voilà, il serait logique qu'il monte en puissance. Et ce même programme de reprise dont on parlait tout à l'heure, la possibilité d'échanger un Mac contre un nouveau et avec un programme de reprise, intègre aussi le MacBook Air et le MacBook Pro M2 pour information, donc c'est intéressant. Vous savez, le modèle avec le MacBook Pro M2, celui avec la Touch Bar, qui lui n'a pas changé de design depuis très longtemps. Regardez cette réaction d'Editoyer sur Twitter. Je rêve de l'iMac M2 Pro 27 ou 32 pouces. Pour la RVR, ça va dépendre du prix, ça on est d'accord. Alors, quid du Mac, de l'iMac et du Mac Pro? Je ne sais pas, Christophe, si vous voulez en dire un mot, mais
c'est les deux dernières machines qui... Enfin, le 27 pouces est sorti du catalogue, mais on reste figé au 24 pouces. Et le Mac Pro, c'est la seule machine qui n'a pas encore migré vers une puce Apple Silicon. Hein. Exactement, on en parlait lors de l'émission, lors du On refait le Mac à propos de l'iMac et de son anniversaire. On parlait du fait qu'effectivement aujourd'hui ils étaient toujours en M1 et que tu avais toujours un écran 24 pouces et que ça n'était pas suffisant pour certains usages, peut-être un peu plus professionnels, mais même pas forcément que professionnels, hein, pour les gens qui veulent faire un peu de montage pour la famille, qui veulent peut-être qui veulent coder un petit peu et ce genre de choses pour l'iPhone. Ben c'est juste pas possible sur un 24 pouces, ou en tout cas si c'est possible dans l'absolu, mais c'est plus difficile. C'est vrai que de voir un écran plus important, ce serait plutôt pas mal. Et puis pourquoi ne pas le voir évoluer vers une puce M2 on parle de M3 effectivement ici. Tout est permis, hein, on peut rêver. J'ai lu toujours la newsletter de Gurman et Night of iMac qui sont bien renseignés aussi qu'Apple souhaiterait plutôt attendre la puce M3 pour l'iMac, donc il va falloir se montrer patient encore quelques mois. Pas mal d'annonces matérielles, donc ça semble étonnant, hein, c'est ce que soulignait Didier lundi prochain pour la WWDC, mais il y aura aussi quand même du logiciel, et on pense notamment à iOS 17. Alors, qu'est-ce qu'on aurait cette année au menu d'iOS 17, les amis? Une première, il y aura pas énormément d'annonces, tu as raison, d'évolution. On ne s'attend pas à une transformation majeure, comme tu le soulignais dans le busomètre tout à l'heure, Didier. Mais il y a quand même une révolution culturelle qu'on attend, Laurent, chez Apple avec iOS 17, et puis une révolution qui est contrainte par l'Union européenne. C'est l'arrivée de magasins d'applications tiers et le fameux sideloading. Tu nous expliques un petit peu le concept? Ouais, alors aujourd'hui, Apple a fait un choix. Alors c'est marrant parce que Didier racontait tout à l'heure un truc historique, hein, c'est que Steve Jobs, au début, avait dit « je ne veux pas d'app ». Ensuite, il avait dit, bon, on va faire des web apps. Donc, ils avaient fourni un kit de développement web et tu pouvais faire des mini-sites embarqués avec un peu de JavaScript, un peu d'HTML et quelques API, pseudo-API que tu appelais. Puis finalement, le jour où les apps sont sorties, there's an app for that. Donc, tu vois, il y a une application pour ça et c'est devenu le 18e pays, le 18e pays mondial en termes de PIB. On a vu arriver plein de petits App Store alternatifs et il y avait une énorme demande, notamment aussi pour désimloquer les iPhones. Mais, mais donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Si Apple ne le faisait pas, d'autres l'auraient fait à leur place. Hein, non, mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que donc, Apple a protégé son écosystème et ses clients en disant on reste maître de l'App Store. C'est nous qui sélectionnons les trucs. D'ailleurs, quand tu déposes une application sur le Store Apple, elle met plus de temps que sur le Store Android parce qu'elle est vérifiée. Donc, ils ont des outils automatiques, mais elles sont vérifiées. Hein, je ne sais plus combien de dizaines, de centaines de millions d'applis ont été vérifiées. Et c'est loqué. Sauf que maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce que veulent les autorités... Non, mais je prends 30% quand même. Mais je prends 30%, ouais, je prends 30% au passage. Mais bon, c'est j'ai un grand débat là-dessus. Ouais. Quand tu réfléchis ce qu'il faudrait pour que tu puisses être mis à disposition des téléphones hors ce canal, on peut te dire que ça peut les valoir. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée du sideloading, c'est de se dire, et si les autorités de la concurrence internationale, hein, donc a priori, ça va commencer par l'Union européenne, mais on sait qu'il peut se passer la même chose aux États-Unis, imposer à Apple qu'on puisse télécharger des applications ailleurs. Si on prend l'exemple du Mac, aujourd'hui le Mac, tu peux acheter les apps sur le Mac App Store, mais tu peux aussi les prendre sur le site web de quelqu'un. Surtout sur le site web de quelqu'un. Surtout, ouais, mais il y a plein de gens qui trouvent que c'est bien finalement. Et ça, c'est le sideloading. Hein. Ça, c'est le sideloading. Tu le loads sur le côté, tu vois, c'est tout. Donc, maintenant, le risque, c'est que et je ne sais pas si tu as vu le nombre, là, ce qui s'est passé sur Android. Les gars, on se dit, tiens, mais cette application qu'on pensait être une application très sympa, en fait, elle écoutait tes messages, elle avait été piratée. Une société externe avait pris le contrôle de cette application et il se servait de ton téléphone pour écouter tes conversations. Chose qui est assez compliquée avec l'iPhone. Donc, aujourd'hui, ce qui pourrait se passer, c'est que tu es l'App Store et tu es à un store à côté. Donc, on a déjà une sorte d'équivalent de sideloading, pas au sens... C'est-à-dire que ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est que si on prend par exemple cette app qu'on a choisie comme coup de cœur dans une édition précédente, ils ont une offre où tu peux acheter l'application pour Mac, et il en existe une copie pour l'iPhone, et en fait, tu mets un code dans l'iPhone, et ça te débloque le fait que tu aies toutes les fonctionnalités. Donc, en fait, tu bénéficies de la sécurité de l'App Store, mais tu ne payes pas du paiement dans l'App Store. Et donc, c'est le Digital Market Act de l'Union européenne qui
qui va mettre en œuvre un éventail de nouvelles exigences, notamment pour les plateformes telles que celle d'Apple. Et alors la question, c'est est-ce que si elle ouvre son App Store à des App Store tiers, ou du moins son iPhone, où elle autorise le side loading, elle va le réserver uniquement à l'Europe, ou elle va l'ouvrir aussi aux États-Unis. Je demande à voir, parce que les États-Unis, ils sont pas aussi en pointe sur ce sujet-là. Ce qui est bon pour Apple est bon pour l'Amérique, hein, je vous le rappelle. Pour le reste, pas de révolution attendue selon Bloomberg et selon Mark Gurman encore une fois, mais des évolutions de l'interface dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'évolution? Apparemment, l'une des évolutions principales, Didier, ce serait le centre de contrôle qui aurait besoin d'un petit ripollinage. Oui. D'ailleurs, tu vois, je me faisais la remarque l'autre jour, je sais plus, quelqu'un autour de moi comme ça, il savait pas qu'on pouvait laisser le doigt appuyé pour avoir les sous-menus. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a quelque chose à faire, que c'est devenu un peu le fouillis, ce truc. Donc effectivement, il pourrait le revoir un petit peu en termes, je pense, ça va pas être la folie. Parce qu'il faut quand même... Ouais, il n'a pas évolué depuis pour les gens. Depuis iOS 11 et l'iPhone 10. Non, mais par exemple, ce qui est compliqué, et tu vois, là c'est vrai que c'est sorti dans les rumeurs, c'est le fait de tout mélanger, c'est-à-dire de mélanger aussi bien des fonctions de Wi-Fi, de lampe torche, d'avoir aussi de la domotique qui vient se mettre là au milieu, et qu'en fait, il faudrait peut-être organiser ça mieux. Donc c'est ce qui pourrait faire, et même profiter d'avoir l'iPhone, par exemple, à l'horizontale, d'avoir plus de place pour effectivement organiser ça. Moi, j'y crois assez. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment, parce qu'on l'utilise quand même tous assez souvent, ce truc, et on pourrait vraiment en bénéficier, quoi. Christophe, évolution nécessaire en matière d'interface? Oui, mais effectivement, je pense que ça va être très limité, comme le disait tout à l'heure Didier. Pour rappel, hein, quand ils avaient développé l'OS des iPhones, ils avaient été prendre des développeurs de macOS. Et pendant tout un temps, macOS n'a pas trop évolué. Donc, je pense qu'on va devoir se contenter du strict minimum et effectivement de ce que vient des éléments dont vient de parler notre ami Didier. Oui, il y aurait des évolutions en matière d'accessibilité. Hein, tout à fait. Pour les personnes handicapées notamment. On a déjà vu d'ailleurs des choses, puisqu'ils les ont déjà dévoilées dans les communiqués de presse. On a vu passer les images. Il sera disponible dans le courant de l'année. Donc, on peut penser que c'est réservé ou pas d'ailleurs à iOS 17. On verra. Mark Gurman parle également d'évolution de Find My, vous savez, l'outil qui permet de localiser vos appareils Apple ou vos AirTags, et également de Wallet qui devrait évoluer, mais ça c'est vraiment à la marge, mais on n'en sait pas vraiment plus. On s'attend à une mise à jour également de SharePlay. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé SharePlay. Ouais, mais moi une fois. Ouais, mais c'est alors il paraît qu'il y en a qui l'adorent, mais encore une fois le marché il est hyper étroit, quoi. Tu vois, l'idée de SharePlay, c'est de pouvoir partager un contenu entre des amis, en fait, c'est ça. Ouais. Alors pour sport, comment ça s'appelle, Fitness Plus, ouais. C'est pas mal. Ce serait voilà. Est-ce que Fitness Plus ça fonctionne ou pas? C'est ça. Voilà. Et puis une évolution moi que j'attends avec impatience, c'est celle d'AirPlay qu'on utilise beaucoup ici au studio Electro Dreams. AirPlay, oui, AirPlay c'est très utilisé pour le coup. Et qui est bloqué. Tu nous disais, je crois que c'était la semaine dernière ou c'était il y a 15 jours dans les rumeurs, que voilà, il y a des rumeurs parce que des hôtels sont en discussion avec Apple et ils ont des besoins bien précis. Quand on arrive, on veut pouvoir balancer un contenu sur la télé. Exactement. En fait, l'idée serait d'intégrer AirPlay directement dans les télés, hein, comme aujourd'hui, tu as du Android, tu vois. C'est déjà le cas, mais voire même certains hôtels ont du Fire Amazon, tu vois, donc et ça manque à Apple. Et on avait eu d'ailleurs dans le chat quelqu'un qui nous disait, c'est vrai que nous il était dans un hôtel de luxe à Paris, il disait c'est très demandé par parce que la cible des hôtels de luxe sont des utilisateurs Apple d'iPhone. Donc eux demandaient de pouvoir, tu vois, avoir leur compte Netflix sur leur téléphone et le balancer sur la télé pour le regarder, quoi. Et c'est vrai que c'est perfectible et c'est un standard qui était très novateur, AirPlay, hein, Christophe, pour la musique au départ, et puis ils se sont fait bouffer par Sonos, qu'ils n'ont rien fait. Hein, ils étaient les premiers à proposer du multi-room, hein, de manière simple. Ils ont introduit la AirPlay 2 avec la vidéo il y a 15 ans, et puis depuis... Non, effectivement, mais c'est vrai que ça. Moi, je pense qu'ils vont faire progresser ça peut-être en multiscreen aussi, hein, parce que pour l'instant, AirPlay, on peut le faire avec un Mac, par exemple, sur un seul écran à la fois. Ça pourrait être pas mal en fait de pouvoir s'adresser à plusieurs écrans en même temps. Ouais. Et effectivement, comme le disait, ce serait cool. Et effectivement, peut-être faire en sorte d'optimiser encore mieux les paquets qui passent sur le réseau, etc., pour donner de la fluidité, qu'il y ait moins de latence, parce qu'aujourd'hui
aujourd'hui, jouer à un jeu vidéo, par exemple, en AirPlay, c'est quelque chose d'impossible. Partager de la création musicale à partir de son iPad, c'est quelque chose d'impossible, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un véritable souci, un véritable challenge plutôt pour trouver des solutions au niveau de la diminution de la latence lorsqu'on utilise AirPlay. Et c'est là tout l'enjeu. Une partie de la latence, elle est liée à la synchronisation de l'image et de la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont réseau Wi-Fi accessoirement. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une partie de la latence, elle est pour absorber le décalage. Et c'est intéressant quand, en plus, aujourd'hui, il n'y a pas Monsieur X, mais lui qui est grand utilisateur de AirPlay. C'est le dernier. Avec de AirPlay avec des HomePod et l'Apple TV. Tu vois, tu as ce truc, c'est. Alors, concernant iOS 17, on s'attend à une grosse mise à jour également de l'application en santé. On sait qu'Apple, depuis des années, et c'est vraiment la marque de fabrique de Tim Cook, a beaucoup d'ambition de faire de la montre et au-delà de son écosystème une référence dans ce domaine. Je vous rappelle qu'on sera dans quelques années, en tout cas pour les plus âgés d'entre nous, les membres de la Silver Economy, qu'on a l'habitude d'utiliser ces objets-là et qu'au moment où notre santé malheureusement va décliner ou que des pathologies vont arriver avec l'âge, on serait à même d'utiliser plus facilement ces produits de santé. Il y aurait une fonction de suivi de l'humeur et des émotions. C'est quelque chose que je vais devoir utiliser, croyez-moi, dans les semaines qui viennent. Et des gestions des troubles de la vision, ça j'en ai déjà besoin. Et puis plus marrante, une nouvelle app, c'est une sorte de journal intime, note de code jurassique. Alors je ne sais pas trop à quoi on va voir. Le journal intime, pourquoi pas. En tout cas, plutôt... ouais. Et alors moi je pense, Olivier, que c'est une appli qu'il ne faudra pas utiliser parce que le journal intime c'est une appli qui marche sur la durée. Comme ce truc ne va pas cartonner, ils vont la squeeezer assez vite et tu vas perdre tout ton journal intime. Alors comment je transfère mes données? Voilà, non mais tu vois, tu te rappelles de l'appli Clip, tout ça, enfin c'est des trucs qui se perdent dans le vortex. Ou le flux de photos, tu vas s'arrêter. Moi, le bon côté quand même, c'est que tu vois, on parle de choses quand même qui s'améliorent et pas des applications incroyables qu'ils sortent absolument et qui seront abandonnées. Voilà. Donc peut-être que ce serait bien justement qu'ils prennent un peu le temps de revenir à l'essentiel. Et ça a peut-être du bon des fois quand tu as un peu moins de développeurs pour faire des trucs foufou et tu fais des choses on va dire, qui sont intéressantes pour tout le monde. S'il y a une évolution incrémentale, a priori, la configuration minimale pour pouvoir utiliser ce système d'exploitation devrait rester la même que les années précédentes. Donc, c'est bon aussi pour la planète. Donc, on pourra encore utiliser, j'espère, iOS 17, au moins sur un iPhone 10 ou un iPhone 8 minimum. On verra. On enchaîne. On verra ça dès lundi. On enchaîne en tout cas avec nos derniers souhaits. On oriente un peu entre iPadOS et macOS. En tout cas, c'est un souhait que vous souhaitez dans notre sondage. Question de Twitter de Féfé du 83, ou plutôt une réaction. Salut l'équipe, des lunettes, pourquoi pas, alors que le Mac et l'iPad fusionnent, ce serait top, on y est. Enfin, l'iPad serait utilisé à son plein potentiel. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, cette idée-là, de rendre l'iPad plus productif. François SLN, un iPad mini avec une puce M2. C'est vrai que l'iPad mini, on l'a oublié, il est sorti des Scope Radar, ça fait presque 1 an et demi. Il aurait droit de passer la puce M2 lui aussi. Et le mariage iPadOS et macOS. On peut vraiment dire, les amis, que ça prend le chemin. Didier, il y a eu très peu de rumeurs autour de iPadOS. J'ai rien vu autour de macOS. Moi, j'ai un peu fait mon deuil quand même de ça parce que je vois la vitesse où ça arrive, même justement par le Stage Manager tout à l'heure. Même là, en 1 an, ça n'a pas tant évolué. Là, tu vois Final Cut qui gère même pas les écrans externes et tout. Tu te dis, en fait, l'iPad, il vit sa vie un peu quand même. Et même le centre de contrôle, quand il était arrivé là sur Mac, on se disait, tiens, il y a des gros boutons pour avoir un écran tactile. Est-ce qu'il n'y a pas un petit moment où tu peux passer à iPadOS, macOS? Ouais, et écoute, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, ça avance lentement. Et cette année, en plus, ils n'ont pas de dev, j'y crois pas trop non plus. Après, voilà, je pense que rajouter des fonctions sur iPadOS issues de macOS et inversement, c'est des choses qu'ils font déjà et qu'ils vont continuer à faire. Des applications universelles. Tu vois, Twitter, c'est une appli universelle. Maintenant, ça devient un peu utilisable. Donc, leurs frameworks aussi évoluent. Donc, ça va être quelque chose de très lent, mais le produit révolutionnaire, là, je pense qu'on est encore loin.
Il n'y a pas de révolution. Je ne sais même pas si on l'aura un jour finalement. La surprise serait peut-être le nom de code, on va voir. À défaut de réelles nouveautés, il y aura peut-être des nouveautés propres à iOS qui vont arriver. Forcément, s'il y a des évolutions d'applications santé ou de AirPlay, ça va arriver également dans macOS ou dans iPadOS, mais bon, on verra. À défaut de pistes concrètes, quelle est votre liste de vœux pour ce prochain macOS? C'est un exercice qu'on vous demande chaque année. Christophe, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais dans l'iPad et dans macOS surtout? Dans l'iPad. Au niveau... Commençons par l'iPad. Ok, au niveau de l'iPad, c'est sûr et certain qu'on a. En fait, c'est la même chose que pour macOS. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'applications qu'on utilise tous les jours, en fait, effectivement, comme le calendrier, comme Apple Mail, etc. Mail, oui, ouais. Exactement, comme Apple Mail. Et ce sont des applications qui vraiment mériteraient, mais tellement d'évoluer. On voit même des applications tierces qui dépassent Apple Mail. En termes d'usage, c'est vraiment hyper important que Apple bosse sur l'expérience utilisateur du côté de ses applications, étende leurs usages. Il faut absolument faire en sorte aussi d'avoir, tu vois, ce principe de zéro inbox, en fait, du fait d'avoir des emails en fait qui soient traités correctement, des spams bien rangés ou en tout cas bien triés, etc., etc. Donc, je pense qu'Apple a vraiment là aussi un beau challenge devant lui. Oui, et puis ça fait des années également qu'on souhaite, depuis que l'iPad est arrivé, un mode multi-utilisateur, et Apple s'y refuse. On peut se dire que c'est un objet plus personnel, l'iPad, qu'un ordinateur, mais à la maison, c'est un objet assez familial, donc on pourrait y avoir plusieurs niveaux de partage. Peut-être, Laurent, moi, ce que j'attends tout simplement pour le Mac, ça fait des années que je l'espère, c'est un Time Machine dans le cloud. Un Time Machine dans le cloud. C'est pas compliqué, faites-nous un truc dans le cloud, voilà. Moi, j'aimerais un iPadOS qui soit beaucoup plus proche de macOS. J'aimerais, mais je le dis tous les ans. Donc, pour moi, le jour où tu fais ça, y arriver, mais oui, la fusion. Donc voilà, j'attends non, tu vas voir. Mais ça, c'est un peu hardware. J'attends pas de hardware à cette conférence, mais je sais qu'on en aura. Mais moi, je suis un fan du développement, tu le sais. Et donc, en fait, je voudrais des outils de développement et je voudrais qu'on ait des API fantastiques dans Xcode. Tu vois, sur le Mac, dans les trucs qui peuvent manquer sur le Mac, je dirais peut-être une puce 5G, peut-être, tu vois, à l'intérieur des. C'est rendre autonome et rendre moins. Que tout soit réellement autonome, tu vois. Le Wi-Fi 6 marche un peu. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Regarde, on a une petite piste pour des développements futurs d'Apple, d'Alexandre72 sur Twitter. Bonjour l'équipe de Refait le Mac. Ayant l'iPhone et ne travaillant qu'avec iPad Pro. J'attends surtout iOS 17 et iPadOS 17. Pourquoi pas des nouveautés concernant Stage Manager, on en parlait, que j'aime beaucoup. Et pour iPhone, le bureau pivotant en mode paysage que j'avais avec iPhone 6S Plus. C'est vrai que ça a disparu, ça aussi. C'était la grande nouveauté, souvenez-vous, Stage Manager l'an passé. On peut vraiment dire que ça a beaucoup pris cette année, cette possibilité, aussi bien sur iPad, de disposer d'un mode multifenêtrage. C'est un peu l'idée. On peut penser qu'on devrait avoir une nouvelle, des quelques avancées, et qui est arrivé également sur Mac. Et ce qui est assez agréable à utiliser, c'est vrai, lorsqu'on utilise l'iPad avec un moniteur externe, là, on est vraiment dans un mode 16/9. On travaille comme vraiment avec un ordinateur, mais avec un clavier déporté et une souris, voire un trackpad. On l'a dit, macOS 10, c'est le calme plat. C'est vrai que le Mac a encore des arguments en matière de productivité face à l'iPad. Aussi, comment Apple va parvenir à inverser la tendance, c'était le sujet de la question de la semaine. Laurent, la question de la semaine, tu peux nous la rappeler, s'il te plaît? Ouais, la question de la semaine exactement, la question de la semaine passée était, je vous la rappelle, l'état d'écran. Que souhaiteriez-vous voir comme avancée pour iPadOS pour que l'iPad brise le plafond de verre en matière de productivité et constitue une alternative au Mac? Alors, qui a gagné un t-shirt sur la boutique? C'est Jacques Chaffron. Et donc, je vous donne sa réponse. Sa réponse est iOS 17 et iPadOS, j'attends 3 améliorations, très précis. Un vrai App Finder fichier, donc meilleure gestion, donc vraiment une gestion de fichiers, déplacement de fichiers, recherche qui fonctionne très très bien. 2, affiner le pointeur, c'est-à-dire diminuer la taille du pointeur, surtout en mode dual screen. Aujourd'hui, c'est une big qui est énorme, tu vois, voilà. Et 3, c'est intéressant, tu vas voir, 8 heures d'autonomie en 5G et Magic Keyboard.
Parce qu'il faut que tu puisses en servir toute la journée. Parce que c'est vrai que quand tu utilises l'iPad de façon assez intensive, tu as plus autant d'autonomie que ce qu'il était donné au départ. Au début, il tenait 2-3 jours. Mais quand tu l'utilises en mode intensif, voilà. Après, il dit, bien sûr, hors sujet, j'aimerais un MacBook Air M2 4G 5G avec l'impression, mais j'ai l'impression de le seul à attendre. Deux. Ouais, tu vois, moi aussi, j'ai dit que la 4G 5G. Tu as sélectionné une autre réaction ? Ouais, alors, sur le podium, hein, donc, qui arrive numéro 2, mais c'est Marc ALX. Et Marc ALX dit pas mal parce qu'il dit que. Il dit une phrase qui est très très juste et je la cite, il dit « Je pense que la plus grosse épine dans le pied d'Apple, vous allez voir c'est lié au sideloading cité tout à l'heure, et entre autres pour la productivité iOS, iPadOS, est aussi sa plus grande force, c'est son écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, comme son App Store est fermé, tu as plein d'apps qui peuvent pas aller taper dans les API et ne se lancent pas. Par exemple, il dit, bah ouais, tu vois, j'ai relancé Chrome et tu vas voir les add-ons Chrome qui sont... Il y a des apps qui tournent dans Chrome, qui tournent pas. Alors, tu peux installer Chrome hein, sur l'iPad, mais ça reste quand même quelque chose de hyper fermé. Et c'est vrai qu'il a raison, en fait... Le côté bridé de cet environnement a tendance à le bloquer aussi et à pas autoriser. Et ça n'empêche pas les développeurs à s'en emparer. Exactement. On a eu beaucoup de commentaires sur il faut du multi-compte. Je pense que dans un univers pro, perso, le multi-compte n'a aucun intérêt. À la maison, pourquoi pas. Oui. Tu vois, sur des iPads de maison, effectivement. Pour enfants. Ouais. Après, c'est compliqué, tu vois, le multi-compte. Enfin, Windows le fait. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Face. Mais regarde, mon fils, il me dit sur Netflix, dès que je suis bloqué, que je veux voir un truc interdit au moins de 13 ans, je vais sur ton compte. C'est vrai, c'est tellement facile. Donc si tu veux, en fait, tu te dis, ouais, attends les gars, il y a quelque chose... Tu peux mettre un mot de passe, non ? Il n'y a pas possible. C'est l'année, quoi. Ok. Alors, il y a pas mal de réactions en parallèle de cette émission sur les annonces possibles de lundi prochain, notamment de Griby. Regardez, Apple ne doit pas se précipiter sur ChatGPT, il faut prendre du recul tout en bossant en interne. C'était une question qu'on vous avait posée. Est-ce que Apple... Enfin, c'est une question aussi qu'on se pose. Est-ce qu'Apple ne devrait pas aller aussi sur le terrain de l'intelligence artificielle ? Autre réaction de Flo sur Twitter. Je rêve d'un Mac Pro, ça on l'a dit, et d'une intégration de ChatGPT Siri qui est en jachère depuis des années. Quand on voit ce que fait ChatGPT, c'est assez... ça fait assez mal, ça pique, Laurent. Et du coup, ça nous a inspiré une nouvelle question de la semaine. Tout à fait. On répond exclusivement en commentaire YouTube. Hein. Ceux qui nous écoutent en voiture, on pense à vous. Venez nous voir sur YouTube, ça nous fera une vue, ça nous fera plaisir. Merci. La question c'est, j'arrive même plus à lire mon écran, Apple doit-elle proposer à la WWDC une alternative à ChatGPT ? Vous répondez, on l'a dit exclusivement sur YouTube. Hein, J'ai un avis que je partage pas. Hein. Tu peux. Et non, je veux pas influencer. On en parlera lundi dans la pré-keynote, puisqu'on sera lundi, on prendra l'antenne. J'ai hâte d'être lundi. 30 minutes avant la keynote. On parlera de ChatGPT parce que, est-ce que, après tout, Apple a vraiment besoin d'être sur ce créneau-là ? Après tout, Apple ne fait pas moteur de recherche. Hein. Voilà. Non. Mais par contre, tu vois, Olivier, en fait, moi, je rêve d'un truc. Ouais. C'est que lors de la démo du casque, il le pose sur sa tête et il commence à parler à Siri en disant « Dessine-moi un mouton, fais ceci, fais cela ». Et que Siri ça, c'est dans le Petit Prince, ça. Très intelligent. Voilà. Oui, écoute, je le souhaite aussi, mais ils ont intérêt à avoir amélioré un petit peu Siri. Ce sera presque le mot de la fin puisqu'on passe à vos coups de cœur. Allez, mon cri d'amour, un petit coup de cœur, s'il te plaît. Yes, et ce sera un coup de cœur autour du gaming cette fois-ci. Non. Si, parce que Sony a annoncé il y a quelques jours le projet Q, pas de mauvais jeu de mots autour de... Q, projet Q. Le projet Sony Project Q, voilà, exactement, qui est une console qui est dédiée au cloud gaming, donc vraiment qui vient se connecter à la PlayStation qui se trouve à la maison pour pouvoir y jouer à partir de n'importe où, pour peu qu'on ait une bonne connexion Internet. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle ne sera pas disponible avant fin d'année ou presque fin d'année, mais que par contre, il y a quelque chose qui est déjà disponible chez Logitech et qui s'appelle le G Cloud, qui est une console également. Ça ressemble, oui. Oui, qui est une console qui est aussi basée sur ce système de cloud gaming. Donc, on peut utiliser le Xbox Game Pass, on peut se connecter à Steam, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle Shadow PC. Hein, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un PC à distance sur le cloud, de jouer à distance aussi avec la Xbox. Donc, cette fois-ci, c'est pas la PlayStation. Il y a jusqu'à 12 heures d'autonomie, un écran en Full HD, 1920 x 1080. C'est du LCD, 60 Hz, multitouch. C'est muni d'un Qualcomm Snapdragon.
Snapdragon, et c'est plutôt pas mal, à 359 € malgré tout, pour une console cloud. Donc, c'est-à-dire si on n'a pas de connexion, on ne peut pas y jouer, je le rappelle, mais c'est une belle avant-première à la future console de Sony. Ouais, et ça vaut combien une Switch aujourd'hui pour comparer en termes oui, tu dois être dans les mêmes eaux. Ouais. Donc c'est pas ridicule. Merci Christophe. Didier, ton coup de cœur cette semaine? Alors, en fait, tu sais que maintenant, tu as des petits panneaux comme ça solaires que tu branches dans la prise, que tu achètes dans des supermarchés ou chez Leroy Merlin, etc. Et tu les branches dans la prise et tu as de l'énergie solaire qui alimente ta maison. Donc, ça existe maintenant et c'est hyper pratique à installer. Il y a de plus en plus de gens qui ont des voitures électriques, donc qui vont vouloir les charger. Et logiquement, quand tu as ces deux choses, tu as envie de les faire communiquer. Donc, de charger ta voiture électrique avec ton énergie solaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Français qui a fait une petite boîte comme ça dans laquelle tu rentres tes panneaux solaires d'un côté, tu branches ta voiture de l'autre, et puis tu as une prise électrique que tu mets sur ta prise de maison. Et en fait, tant qu'il y a de l'énergie solaire, il la met dans la voiture, et puis quand il y en a trop, il la met dans la maison, ou quand ta voiture est chargée, il la met dans la maison. Enfin, il fait la bascule tout seul. Ouais. Et donc c'est français. C'est pas mal, en plus ça sécurise toute la partie électrique si t'as pas un réseau hyper moderne, t'as un différentiel et tout. Et surtout, tu peux programmer des choses. Tu peux dire, si je produis 200 watts avec mes panneaux, mets-les-moi dans la voiture. Sinon, mets-moi sur telle prise connectée, des choses comme ça. Et en fait, on est au début de ça. C'est pour ça que moi, je trouve ça dommage qu'Apple n'aille pas plus dans la domotique, un peu comme ça, énergie 360 et tout, parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Aujourd'hui, ça reste un peu de la bidouille encore. Mais donc le produit s'appelle Solar Mobile. Alors c'est vendu en combo avec des panneaux solaires. Tu peux l'acheter aussi, ça vaut quand même assez cher, 300-400 €. Mais c'est plus pour vous montrer la voie un peu vers laquelle on va aujourd'hui. Je pense qu'en termes d'autoconsommation, il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Et c'est étonnant que Tim Cook s'intéresse pas un peu plus à ça, parce que c'est un peu dans la lignée, tu vois, de sa philosophie, un peu greenwashing diront certains. Mais c'est une nouvelle annonce matérielle dès lundi, mon cher Didier. Merci Didier. De ton côté, Laurent, ton coup de cœur. Écoute, moi je suis tombé par hasard sur une marque complètement folle, qui a un marketing tout aussi fou, qui fait des trucs mais géniaux. Et j'ai passé une grosse commande hier, je me suis ruiné. Et en fait, je suis tombé sur un tweet du mec qui disait mince, je vais encore me ruiner. Je comprenais pas pourquoi il disait ça. Et je suis allé voir. C'est une marque qui s'appelle D-Brand, donc D-Brand, et ils font des coques, ils font des écrans, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont tous leurs autocollants pour customiser les iPhones, les iPads. C'est des skins à coller, tu vois, sur tous les trucs. Et ils ont des séries limitées, et je te jure, la marque, ils ont même truc qui se foutent de la gueule d'Elon Musk et tout. Et le site, il est délirant. Rien que le site, toutes les animations sont folles. Ça s'appelle, donc ça s'écrit D-Brand sans E, D-B-R-A-N-D. Et ces trucs, ce sont des Canadiens, mais au bout de 30 $, ou 35 $, le port est offert. Donc voilà, franchement, faites-vous plaisir. Il y a des trucs. Il y a franchement dans la description. Et je pense que d'ici dans quelques semaines, je vais recevoir ma skin et vous la verrez sur mon. Ouais, on va tous s'équiper. De mon côté, mon coup de cœur, c'est tout simple. J'ai eu de la bonne surprise ce matin. On enregistre le jeudi, la veille de la diffusion. On est en direct pour les abonnés du Club OLM. En ouvrant mon iPhone, de percevoir que je suis séchoche, de percevoir que j'étais passé à la 5G sans supplément de prix. Alors je sais que non, c'est pas une pub, hein, ils sont pas actionnaires ni parrains de cette émission. On aimerait bien, d'ailleurs, s'ils le veulent. S'ils nous entendent, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, voilà. Je me ferai un plaisir de m'occuper d'eux. Oui, ça serait génial. Non, simplement, on oublie un petit peu en France la chance que l'on a d'habiter dans ce pays au niveau des tarifs des télécoms en France. Je pense que tu peux donner quelques exemples de ton côté quand je te parle de la fibre ou que je te parle du prix 5G, Christophe, par rapport à la Belgique. Mais si vous êtes aux États-Unis, un forfait LG, la 5G, c'est plusieurs centaines de dollars par mois. Et aujourd'hui, pour 25 $, vous avez, sans supplément de prix, alors que j'étais en 4G, 5G, je trouve ça plutôt sympa. Free a été le premier à annoncer la transition 4G, 5G pour le même prix. Alors on sait que c'est un réseau qui n'était pas vraiment de la réseau 5G, mais qu'ils y vont progressivement. Là, on bénéficie du réseau Orange, qui est a priori aujourd'hui le meilleur réseau du marché. J'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant. Et c'est bon de le dire, tout simplement, que dans ce pays, que ce soit un bien ou un mal, hein, c'est plutôt un bien pour le consommateur, parce qu'effectivement, les prix ont fondu. Et ça, on le doit à l'arrivée de Free
et de Free Mobile notamment. D'un autre côté, il y a eu beaucoup de casse sociale. D'un autre côté, beaucoup d'employés qui ont de firmes qui ont dû fermer boutique parce que forcément on fait moins de marge et donc il y a beaucoup moins de salariés chez les opérateurs mobiles aujourd'hui. C'est un choix. Voilà. Aujourd'hui, il est assumé et voilà, je trouve plutôt sympa d'avoir la 5G sans supplément de prix. Et je sais que j'ai pas mal d'amis outre-Atlantique, voire même en Australie, qui sont dégoûtés chaque fois qu'ils viennent en France et qui voient les prix qui s'affichent. Voilà, c'est la fin de cet épisode de On fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. On vous donne vraiment rendez-vous lundi prochain à partir de 18h30 pour le live d'On refait le Mac spécial Apple Event WWDC 2023. On va découvrir en direct toutes les nouveautés d'Apple, les lunettes de réalité mixte, les nouveaux Mac, on pense notamment au MacBook Air, peut-être un Mac Studio, on va voir s'il y a un iMac et un Mac Pro. On va découvrir les nouveautés concernant iOS 17, iPadOS, WatchOS, sans oublier bien sûr macOS. Rendez-vous donc lundi 18h30 sur YouTube. Soyez avec nous, vivez cet un moment qui s'annonce, n'ayons pas peur des mots, assez historique. Et on espère qu'on va prendre beaucoup de plaisir et qu'on aura surtout un effet waouh. Je compte sur vous les amis. Yes. Un peu mon neveu. Ouais, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Et merci encore mille fois pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Bye bye.